Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Au menu aujourd'hui, on parle de matériaux. On s'entend aujourd'hui, ce sera une introduction. On va surtout voir comment importer des textures dans Blender, mais la semaine prochaine, on va créer nos propres matériaux procéduraux. Ce sera encore une introduction, mais éventuellement, je ferai une vidéo qui va expliquer tous les nodes de shader dans Blender. Cela étant dit, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et évidemment de laisser un max de commentaires en ce moment. J'en aurais vraiment besoin. Pourquoi? Parce que YouTube croit encore que je suis un robot et ne met plus de l'avant mes vidéos. Ça m'aiderait énormément. Cela étant dit, donc, on va commencer la démonstration. Dans Blender, on a une interface destinée à créer nos shaders. Donc, c'est l'onglet Shading juste ici et juste dans cette interface-là, on se retrouve avec notre viewport qui est juste ici, comme d'habitude. En bas, on a les nodes, dont on va parler dans un instant. Et juste à gauche ici, vous avez un File Explorer qui vous permet de trouver des fichiers, en particulier sur votre disque dur, sans que vous ayez besoin d'aller les chercher directement. Donc, j'ai déjà préalablement choisi une texture que je vais utiliser pour la démonstration. Maintenant, pour ce qui est des nodes. Des nodes, en gros, qu'est-ce que c'est? Ce sont des morceaux de code qu'on peut assembler ensemble pour faire des effets plus ou moins complexes. Dans ce cas-ci, ça sert surtout à faire des matériaux, mais ça sert exclusivement à faire des matériaux en fait. Cependant, le système nodal fonctionne pour le compositing, pour la programmation, quand on parle d'un engin de jeu par exemple, ou simplement de la modélisation quand on parle des geometry nodes dont on parlera éventuellement. Cela étant dit, dans ce cas-ci, ce que j'ai déjà à l'écran, c'est mon Material Output, donc la sortie de mon matériel. Si je débranche celle-ci, j'ai plus de matériaux, mon objet devient invisible. Si je le rebranche, il réapparaît. Évidemment, il y a énormément de réglages qu'il y a à l'intérieur de ça, mais on va pas les voir en profondeur pour l'instant. Pour l'instant, je vais juste me contenter de créer ce qu'on appelle un système de texture PBR. PBR pour Physically Based Render. Vous pouvez en trouver des gratuites sur Internet en tapant PBR texture sur Google, ajoutez gratuit ou free, vous en trouverez en masse, il n'y aura pas de problème. Donc, dans ce cas-ci, j'en ai déjà une, je vais l'importer dans mon Node Editor, simplement en sélectionnant la première texture et en la glissant directement sur mon Node Editor. Voilà qui est fait. Ça me crée un nouveau node qui représente actuellement la texture que j'ai sélectionnée. Dans ce cas-ci, il y a des réglages sur lesquels on pourrait travailler. Cependant, on y reviendra un petit peu plus tard parce que par défaut, le logiciel me donne déjà les bons réglages pour une texture d'albédo. Un albédo, ce que c'est simplement la couleur de base de mon objet. Par exemple, si j'ai une table verte, ben mon albédo sera vert. Cela étant dit, une texture ne permet pas de reproduire la surface d'un objet lambda. Pourquoi? Il y a des micro-détails, il y a des déformations de surface, il y a énormément de petits détails qui vont faire en sorte que si je fais juste mettre une couleur, ça va donner un peu l'impression que j'ai juste mis une tapisserie par-dessus. Par exemple, si je colle une photo de bois sur une table, on n'aura pas l'impression que cette table-là est faite en bois. À la limite, on aura l'impression que c'est un préfini, mais c'est pas mal tout malheureusement. Donc, pour la connecter, celle-ci, je vais juste prendre le color et le glisser sur le base color de mon matériel. Et comme vous le voyez, mon objet est maintenant en préfini. On s'entend, c'est pas très joli pour l'instant, mais on va le retravailler. Donc, celui-ci, je le garde de côté. Ça, c'était mon Ambient Occlusion, j'en reparle dans une minute. Celui-ci, ok, c'est un duplicateur. Celui-ci, c'est mon Height, j'en aurai pas de besoin pour la démonstration. Ça doit être mon Roughness, le voilà. Mon Roughness, c'est à quel point ma surface est, comment je dirais ça? À quel point elle est rugueuse, à quel point elle floute la lumière. Donc, en gros, si je regarde mon shader juste ici, j'ai un onglet Roughness, donc si je suis à 0, vous voyez que mon objet devient un peu comme verni ou mouillé. Et si je le mets plus, on voit que la réflexion est maintenant complètement floutée. Maintenant, pour le Roughness, il y a une chose à vérifier. Le Color Space ne doit pas être à sRGB.
sans rentrer dans les détails, du sRGB, c'est simplement un espace colorimétrique pour une image qui représente justement une information visuelle. Dans ce cas-ci, ma roughness n'est pas une information visuelle, c'est ce qu'on appelle une map. Donc, c'est de la donnée pure. En noir et blanc, oui, mais ça reste de la donnée pure. Donc, je ne veux pas la laisser en sRGB. Je vais lui dire que ce n'est pas de la couleur. Je lui indique donc non-color. Et je viens brancher ceci dans ma roughness. En ce moment, la différence est subtile, mais on peut voir que dans la réflexion, il y a quelque chose d'un petit peu plus intéressant que ce qu'on avait tout à l'heure. Cela dit, le node qui va faire le plus de différence, c'est celui qui s'appelle le normal map. Et celui-ci est un petit peu plus complexe à jouer. Cela dit, première chose qu'on fait, ce n'est pas de la couleur, c'est réellement une information mathématique. Donc, à l'intérieur, je vais aller choisir un non-color. Voilà qui est fait. Et si j'essaie de brancher ceci directement dans normal, vous allez voir que ça ne fonctionnera pas. Regardez bien. Mon objet a l'air excessivement bizarre. La raison, si on regarde la couleur de la pastille de sortie de mon node, qui est juste ici, elle est jaune, tandis que celle-ci, elle est mauve. Ce sont deux couleurs complémentaires qui ne peuvent pas se mélanger. Donc, techniquement, je ne devrais pas connecter une prise jaune avec une prise violette. Donc, je peux débrancher celle-ci. Voilà qui est fait. Et il faut que je mette un intermédiaire entre ce node-là et celui-ci. Pour trouver le node en question, vous allez aller dans Add et simplement taper sur le clavier normal et vous allez chercher normal map. Voilà qui est fait. Maintenant, on glisse couleur dans couleur et on prend normal et on le met dans normal. Et vous allez voir la différence. Donc, juste pour le rendre un peu plus visible, je vais juste rapprocher ma lumière de ma surface. Voilà qui est fait. Et je vais aller mettre Scene Light pour avoir la lumière de ma scène. Et vous pouvez voir que maintenant, c'est comme si j'avais du relief sur ma surface. La raison, c'est qu'on change la normale de ma surface. Une normale, qu'est-ce que c'est? Disons que vous avez un objet devant vous. Eh bien, chaque point de cette surface a un espèce de petit bâton imaginaire qui est planté dedans à 90 degrés. Ça, c'est ce qu'on appelle une normale. La normal map vient changer l'angle de ce bâton-là et la façon, et par conséquent, la façon dont il réagit avec la lumière. C'est un petit peu une triche, mais ça marche très bien. Cela étant dit, il reste une dernière étape pour terminer notre matériel. On va juste tasser ça un petit peu, descendre ceux-là un petit peu. Voilà. C'est l'ambient occlusion. L'ambient occlusion, il est un petit peu plus compliqué à utiliser. Pourquoi? En gros, on pourrait le qualifier d'une map de cavité. Si je prends mes mains et que je les colle ensemble, je vous invite à le faire aussi à la maison, vous remarquerez qu'entre vos mains, vous avez une fine ligne qui est plus foncée. C'est ça de l'ambient occlusion. C'est une occlusion d'ambiance, autrement dit, la lumière ambiante qui n'arrive pas à rejoindre certains points de votre objet. Donc, occlusion d'ambiance. En bref, ça permet, par conséquent, d'assombrir certaines cavités de votre objet. Dans ce cas-ci, ce sera simplement d'aller l'appliquer directement sur mon albédo. Pour faire ça, il me faut un autre node qui s'appelle un Mix Color, qui est juste ici, et qui va me permettre d'aller changer la façon dont mon albédo réagit. Il est un peu comparable au layer dans Photoshop. Donc, de base, il est à mix, et si je viens juste le brancher directement dans mon output, juste ici, vous allez voir que si je joue avec mon slider, je passe simplement de mon albédo à 100% à mon ambient occlusion à 100%. Cependant, ce que je veux faire, c'est pas juste ça. Ce que je voudrais faire, ce serait le mettre en multiply, donc multiplier la valeur de ma texture d'ambient occlusion
avec la valeur de la couleur de mon objet. Autrement dit, si j'ai une surface qui est 100% blanche, je vais la multiplier par 1. Donc, j'aurai aucun effet sur ma couleur de base. Si cependant elle est noire, eh bien, je la multiplie par 0 et elle devient par conséquent noire. Si elle est simplement gris foncé, disons 0.5, eh bien, je la multiplie par 0.5 et ma texture devient plus foncée. Donc, si je mets ça à multiply, ça me donne ceci. Après ça, je peux poser à quel point mon ambient occlusion sera visible ou pas. Donc là, juste pour que vous voyez la différence, je vais partir de 1 et le remettre à 0. Donc, on voit quand même assez bien la différence. Et maintenant, je vais aller rebrancher mon principal. Et ça me donne maintenant mon matériel qui est terminé. Presque terminé, en fait. En réalité, il me reste un détail parce que je peux... Oh, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de brancher mon multiply dans mon base color. Ça pourrait aider. Donc, en réalité, il me reste une petite partie à faire parce que chacun de mes nodes ici a certaines propriétés que je peux changer. L'une d'entre elles, si j'appuie sur N pour afficher le menu des propriétés, donc l'une d'entre elles, si je vais dans... Seconde, là, U, me l'aurait enlevé. Ah, ils l'ont peut-être enlevé. Ça me surprend un petit peu, cela dit. Petite seconde. Ok, ça se peut. C'est surprenant, mais bon. Ok, je vous explique. Avant, on pouvait le faire directement avec les textures, mais ça posait certains problèmes. Il semblerait qu'il l'ait enlevé. Donc, je vais juste refaire la partie que j'étais en train de dire. Et je vous reviens. Donc, comment je pourrais reprendre ça? Excusez-moi, j'essaie juste de voir comment je peux faire le montage. Juste en profiter pour te répondre, Ace Shooter. Ah, il est pas poli. Donc, comment je pourrais dire ça? Bah, je commande quand même. Là, en ce moment, je suis juste en train de me demander comment je fais pour intégrer la coupure à la vidéo de façon la plus acceptable possible. Qu'est-ce que terminé? Parce hein? Oui, le logiciel est gratuit. Tu peux le télécharger sur ceci. Donc, je reprends. Donc, désolé, il y a eu une petite coupure pour un petit imprévu. Rien de très grave, je vous rassure. Donc, presque terminé. Pour une raison fort simple, parce que en ce moment, disons que mon cube mesure, je sais pas, 1 mètre par 1 mètre. Ça fonctionne. La texture a en gros la bonne taille. Mais disons qu'il mesure 10 mètres par 10 mètres. Ma texture est un petit peu grosse. Il faudrait que je corrige ça. Pour ça, on va devoir changer la taille de nos textures. On va avoir besoin de quelques nodes supplémentaires. On va donc aller dans Add et aller chercher dans Input UV Map, juste ici. Vous pouvez également toujours le trouver en tapant le nom, donc UV Map, comme vous le voyez. Et le deuxième node dont je vais avoir besoin, ce sera un qui s'appelle Mapping, qui se trouve dans le menu Vector. Voilà. Je connecte mon UV Map à mon UV Mapping. Juste essayer de faire quelque chose d'organisé. Et le vecteur qui est ici, je vais le rentrer dans chacun des vecteurs de mes textures. Un petit peu chiant,
mais ça se fait assez bien. Voilà, de 1. Là, je vais juste l'amener avec moi pour que ce soit un petit peu plus facile. Voilà. Presque terminé. Et voilà. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça me donne comme avantage d'avoir fait ça? Eh bien, j'ai d'abord le scale que je peux changer. Disons que je le mets à 25. Eh bien, ma texture sera répétée 25 fois. Peut-être un petit peu exagéré, je vais le mettre à 1.5. Quand même un peu mieux. Ensuite de ça, j'ai la possibilité de faire pivoter ma texture. Donc, changer son orientation. Cependant, gardez en tête que si j'essaie de tourner dans X et Y, les résultats vont être un petit peu bizarres parce que c'est une texture 2D. Donc, on ne veut pas faire ça. On va juste la tourner en Z pour avoir un résultat qui a de l'air à peu près cohérent. Je peux également changer la position de ma texture en utilisant les coordonnées X et Y. Dans ce cas-ci, la Z ne fonctionnera pas parce qu'encore une fois, c'est une texture qui est bidimensionnelle. Je vais terminer la vidéo en vous expliquant un petit peu ce que font les principaux éléments sur le Principle qui est ici. Le Principle, premièrement, c'est ce qu'on appelle un shader. J'en ai d'autres, mais 90% du temps, vous allez utiliser des Principles. C'est un peu le matériel de base pour tout ce qui est PBR, Physically Based Render. Donc, première chose, si vous allez dans Subsurface, ce que ça va faire, c'est rendre votre objet translucide, un petit peu comme s'il était fait en cire. Là, ce que je vais faire, je vais juste temporairement débrancher ça, ça et ça, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Wait. Pas si... Ah, ça irait mieux avec Cycle, cependant. Regardez bien. Donc, comme vous voyez, on a un peu l'impression que mon objet est fait en cire, juste ici. Ce ne sont pas les seuls éléments que je peux changer. Donc, je vais juste refermer le Subsurface et me remettre en Material Preview. Dans les autres, on a le spéculaire. Et là, juste pour que ça paraisse un petit peu plus, je vais débrancher chez le Roughness et je vais le mettre à 0 pour que vous puissiez bien voir. Donc, le spéculaire, c'est la réflexion qui rend un petit peu comme si c'était humide, un petit peu comme si c'était verni. Et au niveau du spéculaire, je sur l'index de réflexion pour le rendre plus ou moins présent. Vous pouvez utiliser celui-ci si vous voulez avoir plus ou moins de réflexion spéculaire. Voilà. Dans les autres qui ont une certaine importance, on a le metalness qui est juste ici, ou métallique. Si je le mets à 100%, et encore une fois, je vais juste enlever les autres pour pouvoir vous montrer ce que ça donne, et que je baisse ma roughness, je me retrouve avec un objet qui est 100% miroir. Je vais enlever le métallique et je vais aller chercher le dernier que je montre, le transmission. Le transmission qui permet de rendre votre objet transparent. Je le sais, là, il a de l'air d'être juste encore en miroir. Cependant, croyez-moi, on voit directement à travers. La raison pourquoi on a l'impression qu'il est en miroir, c'est simplement parce qu'il nous montre en quelque sorte l'autre côté de ce que j'ai de mon objet. Donc, si je regarde ici, je me retrouve avec exactement ce que j'ai de l'autre côté, mais la différence, c'est que ici, ben, il n'est pas flou. Donc, c'est contre-intuitif, mais croyez-moi, il est bel et bien transparent. Et je le prouve en ajoutant un objet comme ceci. Et si je vais en rendu un instant, 2,
j'ai bel et bien un objet qui est transparent. Donc, c'est juste me remettre ici. Donc, c'était une vidéo qui était un peu plus courte que d'habitude. Cependant, elle était très importante à faire pour pouvoir voir la vidéo de la semaine prochaine qui parlera des matériaux procéduraux. Et croyez-moi, là, on va aller un petit peu plus en profondeur. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.